Bonsoir à tous. Cher Jérémy, chers Icéciens, chers amis, ce soir, nous vous proposons une conférence quelque peu spéciale, par son caractère peu habituel. De nos jours, les notions d'élégance et de savoir-être peuvent être synonymes de ringardise, de désuétude, voire même pour certains, j'oserais le mot archaïsme. Toutefois, à l'ICES, nous sommes attachés à ces valeurs, car elles constituent la colonne vertébrale d'une vie en société saine. En 1930, le poète Paul Valéry avait ces mots. « L'élégance, c'est la science de ne pas faire de fautes et de paraître absolument naturel en le faisant. » Comme vous le savez déjà, notre invité du soir est un homme aux multiples facettes, ayant vécu des expériences riches et variées. Cher Jérémy, nous pouvons aisément dire que vous êtes inclassable. En l'espace de quelques années, vous êtes passé de formateur Miss France à animateur télé chez Europe 1 et KTO, en passant par secrétaire particulier de Madame Chirac à l'Élysée, et aujourd'hui vous êtes responsable de la communication pour le magazine Beaux-Arts et compagnie. Mais vous avez également une autre casquette, car vous êtes responsable du bachelor à l'école Ionis à Paris. L'ICES et l'association Politeia vous en sont reconnaissants. Cher public, ce soir nous avons l'occasion d'assister à des échanges de grande qualité. Nous pourrons ce soir comprendre l'art du savoir-être qui, de nos jours, n'est plus soutenu par nombre de nos citoyens, mais cependant qui reste une notion essentielle à notre établissement. Ce soir, notre invité de marque permettra de nous initier aux clés essentielles de l'élégance. Il nous permettra d'apprendre à se distinguer dans un monde où les codes ont perdu leur importance. De même, il nous permettra d'enrichir notre vie quotidienne en cultivant la politesse du cœur et de l'esprit. Après nous avoir présenté son idée et son vécu sur ce vaste thème à travers plusieurs questions, Jérémy Combe répondra à une grande partie de vos questions, je l'espère. Mesdames, Messieurs, chers publics, laissons-nous porter par une conférence sur l'art du savoir-être. L'art du savoir-être, bien trop souvent délaissé dans notre société, mais qui nous permettra à tous, je vous le promets, de cultiver cette même politesse du cœur et de l'esprit. Comme disait Sacha Guitry, le célèbre dramaturge, le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. Très bonne soirée à vous. Jérémy, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens en premier lieu à vous remercier, Monsieur Combe, d'avoir répondu favorablement à notre invitation afin de partager votre savoir aux étudiants de l'ICES. Cette conférence porte le nom de votre ouvrage, L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout et en toutes circonstances. Alors, cher public, profitez pleinement de ce moment de partage sur le savoir-vivre et le savoir-être. L'échange étant au cœur de nos objectifs, des objectifs de notre association, cette conférence s'articulera en 3 parties. Premièrement, un petit test auquel vous, cher public, serez invités à répondre. Ensuite, nous aurons l'honneur d'écouter les mots de Jérémy. Et pour terminer, chers amis, nous vous laisserons la parole pour que vous puissiez répondre... On peut inverser. Hein. Oui. Pour que Monsieur Combe puisse répondre à vos questions. Je veux bien que vous m'appeliez Jérémy, parce que pour la première fois hier dans le métro, un jeune homme de votre génération m'a proposé de me laisser sa place. Coup dur. Alors, il y avait des QR codes à l'entrée de l'amphithéâtre. Ils se présentent juste ici aussi. C'est pour pouvoir accéder au petit test auquel vous allez être soumis. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Est-ce que tout le monde est connecté? D'accord. Vous êtes 120, 119 à être connectés. Tout le monde est connecté? Parfait. Bah, vous pouvez commencer le test normalement. Je voudrais connaître ceux qui ont répondu 13h10. Ça s'appelle les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Alors, sur cette question, je peux vous aider, je m'autorise. C'est qu'il n'y a pas vraiment la bonne réponse. Donc, sentez-vous assez libre. Sur quelle question? Sur la serviette. Non, mais c'est presque, mais c'est... On a déjà joué là. Voilà. Tintin.
Bon, c'est pas grave, on va skipper le reste du test. Sauf si ça fonctionne. Et peut-être que là, ça fonctionne. Ah. Je connais pas la réponse. Bon, c'est pas grave, on va passer directement aux questions pour Jérémy. Donc, merci d'avoir quand même répondu à une partie des questions. Vous aurez, j'en suis persuadée, la chance d'en apprendre davantage grâce à notre invité de marque de ce soir. Nous allons maintenant passer au deuxième temps de cette soirée avec les questions. Première question, Jérémy, pouvez-vous vous présenter ? Bonsoir à toutes et tous. C'est très sympathique de m'avoir invité, de me recevoir pour diverses raisons. Sans n'être jamais venu encore à La Roche-sur-Yon, j'ai quand même des attaches plus ou moins fortes, puisque je suis presque un cousin, je suis mayennais, donc je fais partie des Pays de la Loire. J'ai commencé la télévision dans une émission qui s'appelait Douce France, où j'étais justement le représentant des Pays de la Loire. Donc j'ai parcouru pendant 1 an toutes les régions et toutes les villes quasiment, enfin j'exagère un peu, mais au moins les départements de ma région pendant 1 an. Je suis assez... l'ICES me parle et fait écho en moi, puisque j'ai été aussi directeur de la communication du Puy du Fou, et que j'ai travaillé avec Nicolas de Villiers d'une façon très rapprochée. Je vais d'ailleurs passer 3 jours à partir de demain au Puy du Fou pour la frérie de la Toussaint. Ils m'ont gentiment invité. Et puis des amis que j'ai dans la vie font cette école et m'ont permis d'être ici. Alors mon parcours, il est un peu atypique effectivement, puisque ce qui a été très déterminant pour moi, c'est que j'ai eu le bac très tôt. Alors c'est pas pour me la raconter que je vous dis ça, mais parce que ça a vraiment changé le cours de ma vie. À 19 ans, j'étais avocat et j'ai dit aux parents, vous savez, ça va pas être drôle parce que c'est pas du tout le métier que je me souhaitais. Et j'ai décidé de partir marcher sur Compostelle. Mon père s'est dit, merde, il va devenir curé. Donc il m'a rattrapé. J'ai fait ensuite un MBA, à l'époque ça s'appelait comme ça, à l'ESCA, à Angers. Et puis je suis rentré à la direction de la communication du groupe Accor pendant 1 an, où j'ai été le rédacteur de la lettre interne, qui était une lettre très politique. Tous les mois, il fallait sortir cette lettre sans qu'aucune personnalité de ce groupe dans le monde entier prenne ombrage d'être en numéro 3 dans la lettre plutôt qu'en numéro 1. Il fallait absolument mettre en avant des news équilibrées par rapport à ce qui se passait, les actualités dans le monde. Donc j'ai appris à écrire. Et donc ça a été pendant 1 an, mais j'en avais un peu marre. Et ils m'ont proposé d'être l'ambassadeur de l'ouverture des Sofitel dans le monde. Alors là, je vous promets, quand on m'a dit ça, vous verrez, vous qui êtes étudiant, la première fois où on vous propose un job qui vous paraît inatteignable, vous avez le sentiment que vous êtes le roi du monde. Donc en juillet, j'étais le roi du monde, et en septembre, il y a eu le 11 septembre. Autant vous dire que l'ouverture des Sofitel dans le monde, ça venait pas beaucoup une préoccupation, l'hôtellerie et les voyages. Et là, j'ai dit à mes parents, enfin à mon père, vous savez, je vais arrêter, je vais repartir marcher sur Compostelle. Il s'est dit, bah, il va vraiment devenir évêque. Et je suis reparti. Et puis, je vais vous passer quand même des détails, mais c'est comme ça que ça a commencé quand même. Je suis devenu le secrétaire particulier de Madame Chirac, de Bernadette Chirac, pendant 7 ans. Les 7 dernières années des Chirac à l'Élysée, où le président m'appelait le petit bonhomme. Je pourrais vous raconter des anecdotes. Ah non, pas finir, c'est un puits sans fond. Quoi qu'il en soit, j'ai passé 7 ans là-bas, avec eux, avec elle surtout, et au quotidien, avec l'opération Pièces jaunes. Ça ne vous parle pas, vous êtes tellement jeune, mais on collectait des pièces. Et à mon époque, la première dame rapportait beaucoup plus de pièces qu'aujourd'hui. Et j'ai fait ça pendant 7 ans, c'était une expérience incroyable. Ensuite, j'ai monté la direction de la communication d'un groupe qui s'appelle Webhelp, qui est aujourd'hui un groupe qui a été vendu 4,8 milliards de dollars en mars dernier. J'ai été 10 ans le directeur de la com de ce groupe. J'ai accompagné la croissance exponentielle, puisque nous étions 3000 quand je suis arrivé dans 3 pays, la France, la Roumanie et le Maroc. Et quand je suis parti 10 ans après, nous étions 50 000 et j'avais 50 destinations dans le monde. Donc j'ai appris à me confronter à différentes populations. Celles que j'avais en Vendée n'étaient pas les mêmes qu'à Fès ou encore à Madagascar. Et ça a été vraiment une aventure passionnante.
Et puis ensuite, j'ai travaillé chez Anmeo dans une boîte de communication de crise. Et j'avais comme client un monsieur qui s'appelle François Fillon. J'avais Orpea qui était pendant le confinement. Donc ça a été un vrai moment de bonheur pour moi, les EHPAD. Et puis aujourd'hui, je passe quelques petits épisodes. Après un passage auprès de Nicolas de Villiers au Puy du Fou, je suis aujourd'hui directeur de la communication du groupe Beaux-Arts et compagnie, dont La Tête de Proue et le magazine Beaux-Arts. En parallèle à tout ça, j'ai commencé à faire de l'antenne comme l'ambassadeur des Pays de la Loire dans l'émission de Christine Bravo, qui était le samedi soir à 19h. Ça s'appelait Douce France. Et puis de fil en aiguille, j'ai remplacé Stéphane Bern sur Match TV pendant 1 an et je suis devenu la Nadine de Rothschild 2.0, puisque aujourd'hui je suis l'expert en savoir-vivre en bonne manière, avec une façon à moi d'aller transmettre, parce que c'est ce qui m'intéresse. L'année dernière, j'étais sur Europe 1. Cette année, j'ai pris le Question pour un champion du Cato sur KTO tous les samedis à 19h30. Ça s'appelle Quiz d'un chrétien en marche. Je vous demande de regarder maintenant. Et je suis sur RMC avec Estelle Denis, avec un autre projet à la télé qui devrait arriver dans pas très longtemps, et un autre livre qui sortira chez Fayard, puisque je change d'éditeur, après je quitte la maison Michel Lafon. Voilà un petit peu mon parcours en résumé en très peu de temps, mais un parcours atypique, un parcours riche de rencontres, fatigant, parce que je n'arrête jamais, et c'est ce qui me permet aussi d'être avec, de venir à votre rencontre. C'est hyper important pour moi de ne pas rester comme ça dans ce microcosme parisien où on vous fait croire que vous êtes une star, intelligent, beau et grand, et blond et aux yeux bleus. Je suis petit et brun, et sans doute pas très intelligent, mais au moins j'essaie de me lever tous les matins avec la joie et une espèce d'énergie pour transmettre et essayer d'aller vite et loin et de partager avec le plus grand nombre. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors justement, au vu de votre expérience dans le milieu, comment définiriez-vous le savoir-être et son importance dans notre vie quotidienne, et quels sont ses principaux éléments? Bon, déjà, tout ce que nous en sommes, enfin, ce soir un peu moins que certaines assemblées que je peux avoir, mais on est tous issus normalement d'origines différentes, de cultures différentes, de religions différentes. On se rend compte que même autour d'une table en famille, parfois c'est l'énorme bordel, avec un ADN commun. Donc à quoi servent les codes? C'est justement de pouvoir vivre en société en limitant la casse. Je viens de passer 5 heures, parce que pour venir ici, c'est pire que d'aller dans un pays très très loin. J'ai pris le train à 13h28 et je suis arrivé à 18h30, parce qu'il y a eu un petit problème, donc 5 heures de voyage. Et j'ai cru que j'allais me battre avec un type devant moi avec ses 2 enfants, qui justement illustrait totalement l'inverse de ce que je viens vous dire ce soir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être ampoulé, il ne faut pas être précieux, il faut s'adapter, c'est la première qualité, je trouve, quand on maîtrise les codes. Mais en revanche, ne pas en avoir, c'est pénible pour soi-même. Je trouve que c'est presque se manquer de respect à soi, mais c'est aussi très irrespectueux vis-à-vis des autres. On était dans une voiture de train, bondée, ce sont les vacances scolaires. Lui, il avait ses 2 enfants, sans doute la joie de les retrouver. Les gamins insupportables. Et lui, plus insupportable que ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bruit dans cette voiture, parce que tout le monde lisait, patientait, parce que 5 heures pour venir à La Roche-sur-Yon, ça se mérite, mais on prend sur soi pour ne pas s'énerver. Et lui, il était tout seul, comme s'il était dans son salon, dans son petit pavillon. Et c'était insupportable. Je me suis dit, si jamais tu lui fais une réflexion, il va hurler, je vais passer pour une espèce de type arrogant. Mais ça sert à ça, les codes. C'est-à-dire que c'est avant tout de respecter les autres, de pouvoir vivre en société. Et puis, c'est quand même très excluant quand on n'a pas les codes. Parce qu'on peut trouver ça, à juste titre, Sacha a dit, ça peut paraître désuet, suranné, tout ce qu'on veut. Mais globalement, toutes les populations que j'ai ou tous les publics que je rencontre, et je m'en suis encore aperçu davantage l'année dernière sur Europe 1, c'est que j'étais le seul chroniqueur de cette émission pour lequel il y avait une interaction avec les auditeurs. C'est qu'ils disaient « enfin on apprend quelque chose, enfin quelqu'un qui remet l'église au milieu du village ». En revanche, il faut le faire avec humour, parce qu'on peut vivre très heureux toute sa vie en disant « c'est la faute à ma mère » et en léchant son couteau. Alors, ça fait sourire jaune, n'empêche que moi, je ne suis pas là pour aller dire à quelqu'un dont ce n'est pas les codes, dont ce n'est pas le milieu, il faut que vous fassiez ou que tu fasses comme moi parce que tu seras plus heureux. Ce n'est pas vrai. En revanche, dans le milieu professionnel,
dans les rencontres que l'on peut faire sociales, parce que heureusement l'ascenseur social existe encore, eh bien, si tu n'as pas les codes, tu peux être rejeté par une belle famille. Si tu dis bonjour monsieur, dame en arrivant dans une entreprise où c'est très important, pour laquelle c'est très important de parler très bien français, ça peut être excluant et tu peux passer à côté d'un job. Moi, j'ai énormément de clients ou de maisons, de grandes maisons avec lesquelles je travaille, comme la maison Hermès, Dior ou des maisons de champagne, où je viens former les commerciaux, les personnes qui ont des... On va y aller, je vous promets, ça ne va pas durer longtemps. Où on va former les commerciaux, les personnes avec lesquelles qui ont des contacts avec le public, parce que justement, il y a certaines maisons, on est chacun à notre niveau l'ambassadeur de la maison pour laquelle on travaille. Vous êtes les ambassadeurs de l'école dans laquelle vous êtes inscrits et pour laquelle vous êtes des étudiants. Donc, où on adopte ces codes-là, on a le droit de ne pas les connaître, on a le droit de les appliquer que pendant son temps de travail et de faire ce que l'on veut chez soi. Force est de constater que c'est quand même parfois une clé pour pouvoir intégrer certains univers. Moi, je donne des cours dans vraiment des gros cabinets d'avocats. Et il y a une associée, après 12 ans, elle m'a appelé, je me souviens, c'était il y a 2 ans. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer, je n'avais aucun code à table parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Et globalement, on peut aller lire, on peut aller regarder sur Google comment aller d'un point A à un point B, mais on ne vous expliquera jamais comment aller à table, se tenir ou avoir telle ou telle manière, même si je n'aime pas ce mot-là. Donc voilà, comment je définis un petit peu l'intérêt de maîtriser et de connaître les codes en société. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment le savoir-être peut-il améliorer nos relations interpersonnelles au travail et dans notre vie personnelle? Elles sont costauds, vos questions. Comment ça peut intervenir? C'est assez naturellement, ça intervient forcément pour adoucir, simplifier des relations entre des collaborateurs. On a le droit d'être en mésentente avec un collaborateur, avec un supérieur ou quelqu'un de son équipe. En revanche, on n'a pas le droit de ne pas le respecter. Donc, il y a un mot qu'on ne peut plus utiliser, c'est la bienveillance. Ça a été tellement galvaudé. Aujourd'hui, il faut être toujours bienveillant, cette attitude est bienveillante, l'entreprise est bienveillante, la prof est bienveillante. C'est un mot il faudrait redéfinir, je trouve, ce mot. Mais je suis convaincu que les codes, quand on les maîtrise et qu'on n'en abuse pas, ça permet quand même d'avoir une vie. Finalement, le travail au quotidien, c'est un peu notre société. On passe plus de temps dans des univers professionnels que personnels. Donc, c'est une façon d'adoucir, d'aller plus loin, de se comprendre. Et parfois, je pense qu'on pourrait redéfinir. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent ça dans leur leur ADN ou dans les colonnes qui sont incontournables dans la culture de l'entreprise. Hier, j'étais avec des étudiants dans une école donc à Paris et on travaillait sur la culture d'entreprise et c'était assez drôle. Je mesurais les différentes cultures d'entreprise de chacun des étudiants que j'avais en face de moi et il y en a pour lesquels la culture d'entreprise était tellement loin de qui ils étaient ou de qui ils sont que c'était presque il y en a qui souffraient. Je pense à une étudiante qui m'a dit je ne pourrais pas rester pour faire ma 2e année d'alternance dans cette entreprise parce que c'est trop différent, c'est trop aux antipodes de qui je suis et de ce que j'ai envie d'être parce qu'il faut savoir s'adapter, mais en même temps on ne doit pas oublier qui on est. Et ça, c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à trop vouloir montrer qu'on est trop éduqué, qu'on connaît tout, on n'en est pas plus intelligent que quelqu'un, malheureusement, qui doit travailler pour paraître éduqué. Le travail est le même, c'est trouver le juste dosage et j'aime bien cette expression que ma mère donne tout le temps, mais le doux équilibre entre être sympa, être juste comme il faut, quoi. Ça va, ça n'en faites pas trop. Au vu de notre public de ce soir, comment pouvez-vous encourager les jeunes générations à développer le savoir-être et à intégrer la politesse du cœur et de l'esprit dans leur vie quotidienne? Comment je peux les... Il faut absolument le faire. Après, ça dépend aussi. Moi, je suis convaincu, d'ailleurs j'ai témoigné dans une émission qui s'appelle Le Jour du Seigneur. Il y a un petit
une petite virgule à la fin après la messe qui s'appelle... je l'ai tellement bien fait que je ne me souviens plus du nom. C'est Paroles inattendues. Vous choisissez, le journaliste demande à ses invités de choisir des mots ou une phrase de l'évangile du jour, et il faut la commenter. Eh bien moi j'ai choisi laissez-moi embrasser mon père et ma mère laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et je disais vraiment, parce que j'y crois profondément, c'est-à-dire que déjà on peut être, je pense que l'on est honnête, sincère avec les autres quand on se connaît déjà soi-même. Donc il y a un vrai travail à faire sur soi. Après, on peut, et je milite pour que dans le quotidien, on peut avoir un job très prenant, très dur, mais on peut aussi faire tous les jobs d'une façon joyeuse. Et on peut beaucoup travailler en riant. Moi, mes équipes, mes collaborateurs, je leur dis toujours, rions. Il y a suffisamment de situations où on va s'en mettre sur la tête, ou qui ne sont pas drôles. Il y a suffisamment de catastrophes, de mauvaises nouvelles, de business. Ben, même dans ces moments-là, entre nous, soyons joyeux. Parce que je pense qu'on va plus loin quand on... Moi, je suis persuadé qu'on va plus loin quand on rit. Alors après, peut-être que tout à l'heure, vous me direz l'inverse, mais je reste convaincu de ça. Donc, ce que je pourrais dire à la nouvelle génération et à la génération future, c'est croyez croyez en vous. Il faut toujours aller chercher la pépite qu'on a en soi et devenir le meilleur dans son domaine. Et ça, donc, c'est un énorme travail qu'on peut faire sur soi. Et puis, dans le savoir-être, c'est être justement généreux. Et je vais redire ce mot bienveillant. J'aimerais que quelqu'un un jour me dise arrêtez de dire ce mot bienveillant, mais dites un autre mot, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je le crois vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la génération qui est la vôtre, sans passer au rabat-joie à qui on laisse maintenant le strapontin dans le métro, c'est le monde qui nous entoure est quand même hyper anxiogène. Donc justement, faisons de notre quotidien une fête, sans pour autant... j'ai bien conscience de tous les problèmes qu'on a, et j'en ai, mais j'essaie quand même toujours de dire, allez, en me couchant, je me dis, est-ce que tu as été joyeux? Est-ce qu'au moins j'ai fait un truc bien? Et puis savoir aussi, ça c'est un autre travail, mais savoir aussi reconnaître qu'on a peut-être été un peu naze. Peut-être qu'on n'a pas été sympa, et bien avoir l'audace ou le courage d'appeler en disant la personne, ou en disant pardon, quoi. Enfin, ça me paraît assez simple. Je ne suis pas en train d'évangéliser, mais je pense vraiment ce que je dis. Merci. Alors, est-ce que les bonnes manières ont-elles évolué, les bonnes manières ont évolué depuis la naissance de leur code, selon vous? Eh bien oui, ma petite dame. Ça a évolué. Alors, je trouve que forcément, ça a évolué avec les nouvelles technologies aussi, la nouvelle façon de vivre, avec aussi peut-être un moment où on a tellement mis de pression qu'il y a une génération qui s'est dit au secours, j'en peux plus, j'ai plus envie. Moi, je pense vraiment, sincèrement et honnêtement, que il vaut mieux, c'est comme tout, il vaut mieux lire beaucoup. On se fait moins avoir à un dîner ou lors d'une conversation. On a l'air un peu plus intelligent si on connaît quelques auteurs qu'on a lus, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ne pas se cantonner à lire qu'un courant qu'on aime ou qu'un auteur que l'on préfère. C'est un peu pareil avec les codes. On vit dans une société, nous évoluons dans une société où, et je suis persuadé que 90% de la salle va être d'accord avec moi, c'est que quand on commet un impair, quand on commet une faute, quand on a une réaction ou un comportement à la limite, tout le monde va en parler. Tu as vu un tel, comment il s'est comporté, tu as vu comment il se tient à table, ce plouc. En revanche, on rapporte rarement aux autres, j'ai entendu des très belles choses sur toi. Ben ça, c'est l'évolution des codes. Savoir justement en maîtriser le plus possible pour s'autoriser, je dis toujours, moi, quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Parce que justement, au moment où vous prend en flag, vous pourrez dire, hey, tout doux, je sais exactement de quoi tu me parles, je sais exactement d'où ça vient et je sais exactement pourquoi on doit le faire, mais j'ai le droit aussi de ne pas le faire. Parce que moi, j'ai plein d'amis d'enfance en Mayenne qui n'ont pas du tout mon éducation, on n'a pas du tout la même trajectoire de vie, et pour autant, je les aime énormément.
Et si je commence à jouer au Roi Soleil quand je vais dîner chez eux, c'est pas sûr que ce soit moi le plus intelligent de la sphère. Et c'est ce que je reproche parfois dans certains univers qui sont souvent proches du mien, c'est justement de ne pas savoir s'adapter à sa cible. C'est un bon commercial, c'est quelqu'un qui va vendre la même voiture différemment à plusieurs clients et sans pour autant travestir qui il est. C'est un peu pareil avec les codes. Alors, je suis persuadé que certains d'entre vous se disent « mais à quoi ça sert ?» Mais en revanche, les mêmes doivent se dire « ah ouais, je me suis quand même trouvé dans une situation embarrassante un jour parce que je ne savais pas. » Alors, effectivement, je coach une fois par an Miss France et elles ne savaient pas, elles ne savent plus qui était Pretty Woman. C'est là que je comprends le strapontin dans le métro. Et elles me parlent maintenant des tuches. Mais moi, quand j'étais jeune, quand même, Pretty Woman qui est restée bloquée devant la passerelle escargot, ça reste quand même, eh bien, on peut tous transposer nos vies à un moment où on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait pas dire comment saluer, comment se retirer d'une conversation et comment se servir de certains couverts. Donc plus on sait, qui peut le plus, peut le moins. Et je crois que ça vaut aussi dans les codes pour la vie en société. Surtout qu'en plus, alors là je vois qu'il y a une table qui est dressée, mais il n'y a pas plus stigmatisant qu'une attitude à table. Parce que pour peu qu'il n'y ait pas de conversation, on n'a rien d'autre à faire que de regarder si l'autre ne fait pas une sortie de route. Je vous entends sourire, je savais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez au tout début de votre réponse, dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, comment pouvons-nous maintenir l'importance de la politesse du cœur et de l'esprit dans nos interactions en ligne ? J'ai 3 heures. On aurait peut-être dû parler des questions avant. Non, je plaisante. C'est pareil. Alors alors moi, je suis j'ose. Donc, quand je suis directeur de la communication d'un groupe ou d'une entreprise, je me fends d'1 ou 2 mails dans l'année sur la tenue des toilettes. Je fais des photos de la poubelle dans l'endroit où on déjeune. Et je dis, est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est à l'homme de ménage de supporter ces immondices posés juste à côté? Alors, il doit y avoir des problèmes de vue. C'est pareil. Les échanges de mails, les échanges de SMS, je ne suis pas sûr. On devrait faire un petit jeu qu'écrire BJR prenne beaucoup moins de temps que BONJOUR. BJR ou bonjour, c'est quand même plus agréable de recevoir. Après, il y a peut-être une éducation à faire en interne, mais il y a beaucoup d'entreprises, moi, qui me sollicitent pour ça, mais je ne suis pas le seul sur la place, c'est que effectivement, on a le sentiment qu'on peut tout s'autoriser. Le SMS du matin, alors qu'il est 7h15, de quelqu'un qui travaille avec toi qui dit ni bonjour, ni même un morning ou un coucou, je ne suis pas sûr qu'il gagne beaucoup plus de temps. Mais bon, je me mets quand même, je ne suis pas non plus irréprochable dans la façon d'écrire. Ou alors ceux qui n'écrivent qu'avec des émoticônes. C'est formidable. Courgette, soleil, sourire. J'imagine que tu veux déjeuner en terrasse. Donc, ça peut devenir un jeu, mais il faut savoir justement. Mais c'est comme tout. Hein. C'est celui qui boit 6 verres et celui qui n'en boit pas. Il faut savoir doser. Donc, les réseaux, la façon de communiquer, on est en 2023 et j'écris. J'ai pas un pigeon voyageur qui envoie le courrier quand j'écris à quelqu'un. Hein. Mais il faut savoir justement transposer ce qu'on faisait autrefois ou ce que vos parents ou grands-parents faisaient, ou réserver aussi des moments de vie. On va passer un week-end chez des amis, on est allé à un mariage, on rentre d'un enterrement. Et bien là, on peut peut-être prendre le temps de se fendre de ce qu'on appelait une lettre de château et de le faire encore à l'écrit. Des copains qui vous disent qu'ils viennent d'avoir un enfant, le SMS de « Congratulations, je suis hyper heureux pour vous » peut peut-être faire l'objet aussi d'une lettre. En revanche, moi je vois ça avec mes filleuls, les fautes d'orthographe sont aussi le nouveau cadeau que l'on fait à ceux ou à celui qui reçoit une lettre. Alors là, le Becherel, il faut trouver. Moi, je prône les lettres, les cartes postales, mais je suis promis aussi à écrire des SMS. Mais un SMS, un mail, surtout au bureau. Alors,
je sais pas, sans doute peut-être certains d'entre vous sont en stage, en contrat d'alternance, je me rends pas bien compte d'où vous en êtes, mais c'est une catastrophe de voir que parfois en interne ça crée des espèces de bombes parce que un mot c'est beaucoup plus interprétable à l'écrit sans avoir fait un petit frais. C'est pas compliqué de dire bonjour un tel, chère Monique. En plus, elle est contente, Monique, qu'on lui dise chère Monique. Donc, ça demande quand même aucun effort. Et je pense que j'ai envie de croire, et j'ai l'impression quand même, qu'on revient un peu plus à des espèces d'échanges un tout petit peu plus formels. Moi, j'ai comparé entre le confinement, il y a eu un avant-confinement et un après-confinement en ce qui concerne mon business lié au savoir-vivre et aux bonnes manières. C'est que comme chaque pays et chaque population et chaque individu s'est retrouvé face à lui-même, eh bien, on s'est retrouvé aussi face à nos propres valeurs, à nos propres ADN, à nos propres histoires. Et moi, c'est hallucinant comment je mesure que ça s'est totalement développé et j'ai des appels continuels sur venez former le personnel chez moi, les commerciaux, les vendeurs, le comité de direction. Et là, aujourd'hui, encore dans le train, j'ai eu le temps de répondre. Il y a une très belle marque de voitures qui m'appelle pour me dire on voudrait que vous fassiez trois sessions de 3 heures pendant un séminaire qui est très business, mais vous allez leur apprendre ou justement égayer un peu cette journée-là. Ils auraient pu choisir de faire une course en sac. Donc, ils choisissent aujourd'hui d'apprendre parce que je crois quand même que quand on apprend, on est un peu plus en phase avec le contenu de ce que l'on échange. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut apprendre. Et peut-être qu'il y a toute une époque où on a peut-être un peu lâché la rampe et on laissait faire et on laissait faire un peu dans tout. Et même justement dans l'écriture, les échanges et puis le champ lexical quand même. Parce que je trouve que là, pour le coup, les réseaux, les SMS et toute la façon d'échanger, je dis toujours moi à mes étudiants, vous avez 4 mots à votre vocabulaire, alors pensez à moi le dimanche, ouvrez le dictionnaire 10 fois, vous prenez un mot, et en face de chaque mot, vous mettez 2 mots qui vous viennent à l'esprit pour dire le même mot, comme ça à la fin, vous aurez un peu plus de... Ça s'appauvrit, donc l'être humain, il est fait comme ça, hein. Il essaie de faire tout ce qu'il y a de plus simple et qui lui donne le moins d'efforts. Donc forcément, un SMS, on peut se dire salut, réunion à 13h. Bonjour, es-tu toujours d'accord pour cette réunion à 13h? Ça ne prend pas plus de mots et souvent ça fait un peu plus plaisir. Merci. Alors la dernière question de la deuxième partie de cette soirée. En tant que professionnel de renom, quelles sont Elle me flatte. Quelles sont vos expériences personnelles qui illustrent l'impact positif du savoir-être dans notre société? Donc pour en revenir déjà à la première question. Et avez-vous des anecdotes à nous partager? Je pense que oui. L'impact du savoir-être, ça résume un peu, enfin, j'ai peur de me répéter. Moi, je pense que être courtois, être bien élevé, c'est pas vulgaire. Il y en a qui vont penser que c'est désuet, d'autres qui vont dire mais à quoi ça rime. Moi, j'ai travaillé quand même dans une grande maison qui était quand même le Palais de l'Élysée. Je peux vous assurer qu'avec Bernadette Chirac, il fallait marcher droit. Hein. Mais elle était drôle parce qu'elle avait un... Enfin, elle est drôle. Elle était très très dure avec le personnel. Mais le personnel, aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns qui y sont, ou ceux avec lesquels j'ai encore des contacts. Finalement, ils l'aimaient beaucoup parce qu'ils me disent on a énormément appris. On a fait nos métiers dans des conditions qui étaient peut-être plus compliquées après, alors que sur le moment, ils se disaient elle n'est pas facile. J'avais un parrain un peu connu dans la région qui était Jean-Claude Brialy. Jean-Claude, c'était quand même un dandy, un type qui était érudit, qui était très distingué, qui avait des propriétés, un restaurant, qui était président de festival. Et j'ai toujours vu ce monsieur, enfin, mon parrain, toujours parfois très direct et très dur, mais toujours hyper bien élevé. Donc, il n'y a pas de métier où on doit l'être et de métier où on ne doit pas l'être. Alors, il y a quand même des situations quand vous avez des contacts avec du public. Toute ressemblance avec une histoire vécue
serait mensonge, mais quand vous travaillez dans un restaurant et que vous êtes serveur, vous devez quand même d'être propre, de savoir servir, d'avoir un accueil qui soit un peu irréprochable. En revanche, vous avez le droit un jour d'avoir un problème de famille, d'être de mauvaise humeur. Mais c'est comme nous tous. Le jour où vous acceptez un dîner et que vous sonnez, si ce n'est pas chez des bons copains, vraiment bons copains, et qu'il n'y a que des amis autour de la table, ou que ce soit un dîner ou un déjeuner de famille, on laisse ces emmerdes à la porte. On ne vient pas plomber le dîner de quelqu'un. La personne, elle se dédie du mal, elle a dépensé de l'argent, elle a mis tout en œuvre pour que ce soit sympa, et toi, tu arrives avec tous tes problèmes. Bah, tu restes chez toi et la veille, tu te déclares, tu es malade. Non, mais on se fait déclarer pâle parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper mal élevé. Ensuite, des anecdotes dans moi, les gens de télé, tout le monde me dit comment. On dit souvent à mes parents comment vous faites pour que votre fils. Moi, je m'entoure que de personnes qui me ressemblent. Donc, c'est un univers peut-être encore plus que d'autres où, comme il n'y a pas de diplôme pour arriver à la radio ou à la télé, c'est les hasards de la vie. J'ai envie de croire qu'il y a un peu de compétences dans certains domaines. Du coup, on brasse des énergies et des éducations très différentes. Des anecdotes, j'en ai plein. Bernadette Chirac, je déjeunais avec elle un mardi sur 3 parce que j'allais faire le rapprochement des agendas de monsieur et de madame. Et un jour, elle m'appelle en me disant nous ne pourrons pas déjeuner demain, mais vous viendrez dîner mercredi. Et je lui dis, madame, non, ce n'est pas le contrat. C'est-à-dire que, parce que si je lui donnais une main, elle me prenait le bras. Hein. Donc, je lui dis, je ne viendrai pas dîner mercredi. Alors, et puis, je vais dîner le mercredi. Les huissiers m'accueillent. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais alors, elle nous a demandé de dresser une table de dingue. J'arrive dans le jardin de l'Élysée, une petite table avec des pois de senteur partout. On aurait dit que c'était nos fiançailles. Et puis, mais franchement, c'était hyper beau, mais c'était beaucoup. Et elle arrive, on s'installe, et le président arrive. Et ça, c'était inattendu, et elle n'aimait pas du tout ça. Donc, il arrive, et puis il dit à Bernadette, à Madame Chirac, il lui dit, mais vous auriez pu me dire que vous dînez avec le petit bonhomme. Alors, elle lui répond, mais Jacques, c'est un dîner professionnel. Vraiment, entre guillemets, pour l'emmerder, il décide de dîner avec nous. On dresse un troisième couvert, et puis son téléphone sonne. Donc Madame Chirac va parler. Puis il me regarde et me dit, mon petit bonhomme, elle t'emmerde parfois, non? Et là, c'est le piège. Vous imaginez, puisque vous en parlez. Et donc, et là, justement, avoir quelques codes et savoir comment faire une pirouette pour ne pas tomber dans un éventuel piège, mais qui n'était pas le cas, et savoir répondre, ça, c'est une anecdote. Une anecdote sur par rapport à... Mais à plein de choses. Vous savez, moi, j'ai les oreilles qui pleurent quand j'entends bon appétit. Mais en même temps, quand tu es au bureau, tu entends 12 bon appétit sur 14 personnes qui sont autour de la table. C'est quoi l'attitude? C'est de te faire oh non. En revanche, je ne peux pas le dire. Donc, il faut aussi savoir vivre avec les autres, déjà, et puis respecter l'éducation de chacun. Je crois que c'est aussi le plus important. En revanche, ceux qui viennent me solliciter en me disant « moi, je suis la terreur, à un pharmacien, on ne lui parle jamais de médicaments à table. Moi, dès qu'on sait que je connais un peu l'art de la table et les codes de bonne manière, je vois des invités autour de la table qui n'ont plus du tout envie de dîner. » Genre, je dis « détendez-vous. Hein. » Mais donc, je pourrais en avoir plein. Si c'est lié au savoir-vivre, c'est vrai que ce qui m'amuse le plus, c'est souvent les personnes qui, vraiment avec leur cœur, pensent qu'ils ont dressé la table, mais irréprochable, d'une façon irréprochable. Et moi, quand j'arrive, j'ai juste envie de dire « Papa, il n'est pas content », comme Pierre Palmado avec le Scrabble, et de te remettre tout dans le bon ordre. Parce que ça m'amuse, mais ça m'amuse, je ris jaune, mais en même temps, je ne vais jamais faire de réflexion. Mais je me surprends, comme tout à l'heure au restaurant, à changer. Après, je me dis, mais tu as vraiment des tocs à mettre le couvert tel que moi, je le mettrais. Mais je le fais en parlant, et après, je me dis, tu as changé quand même tes couverts de place, le verre de place, etc. Donc là, c'est peut-être psychiatrique, hein. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Des anecdotes, je pourrais vous en raconter plein, mais sorties de leur contexte, parfois, c'est moins drôle. À moins que vous avez une idée d'une anecdote dont vous voulez que je parle?
Ah non, pas du tout, vous avez déjà donné celle avec Madame Chirac, donc c'est D'accord. très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jérémy pour vos réponses, pour ce moment. Ça a déjà été pris, ça. Merci pour ce moment. C'est la femme d'un autre président. Suite à vos mots, je suis persuadée que le public a des questions. Soyez sympa. C'est donc pour cela que nous allons procéder à un temps de questions-réponses entre vous, cher public, et Jérémy. Alors n'hésitez pas, nous allons faire passer des micros dans toute la salle. Levez la main et on vous fera passer un micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez des exemples de codes à avoir pour les entretiens d'embauche, par exemple. Ah oui, les fameux entretiens d'embauche. Alors là, typiquement, les entretiens d'embauche, ça peut être totalement excluant à capacité et à diplôme équivalent entre deux personnes. Parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles vous allez postuler en faisant, en plus, les études que vous faites normalement dans des jolies maisons. Donc, ça veut dire que parfois, il y a des codes, c'est-à-dire que la culture de l'entreprise qui est générée par le président, le fondateur, peu importe, ou même les RH, effectivement, là, ça se potasse un peu. Le bonjour, messieurs, dames, vaut mieux oublier. S'asseoir avant qu'on vous propose de vous asseoir, ça peut coincer. Moi, par exemple, c'est horrible, hein, je sais que vous allez faire, ce type est fou, mais un CV où le nom est avant le prénom, je ne regarde même pas le CV. Parce que je sais que déjà, je n'ai pas d'accointance avec la personne qui va être là, et parce qu'on va passer toute notre vie, je m'emballe, mais une partie de notre vie ensemble, et du coup, il n'y a plus de barrière. Moi, les collaborateurs et les collaboratrices que j'ai, globalement, ils connaissent presque mieux ma vie que mon frère, et pourtant, je suis très proche de mon frère. Donc, c'est des codes comme ça. Si vous avez un chewing-gum, ou vous l'avalez ou vous le jetez, ça paraît bête, hein, ce que je vous dis. Mais dans les faits, ça se passe quand même comme ça. C'est comme pour les enterrements, on ne se maquille pas comme une voiture volée, on ne se parfume pas comme si on allait dater quelqu'un. Donc tout ça, ce sont des rappels que je vous donne et que vous dites, il pousse des portes qui sont déjà ouvertes, mais dans les faits, parce que vous êtes stressé, on est dans une tenue, on adopte des postures qui nous sont naturelles, parce que c'est comme vous, il ne faut pas que vous trompiez ceux qui vont vous reprocher, qui vont potentiellement vous recruter, mais c'est comme à nous, quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis, cette boîte est sympa, mais ce n'est pas le village des bisounours. Il y a aussi des trucs qui ne sont pas bons. Parce que je crois qu'il faut être le plus naturel possible, et c'est pour ça que plus on connaît des codes, plus on les applique au quotidien, dans des moments qui cristallisent de l'angoisse, comme un entretien d'embauche parfois, eh bien, on a déjà allégé son sac à dos parce que c'est naturel. Mais ça, je pense quand même, il y a quelques livres qui sont sortis qui peuvent vous renseigner, mais il y a aussi un peu regarder les 5 impondérables à ne pas commettre quand on va passer un entretien d'embauche. Parce que malheureusement, on est tellement scruté pendant ce moment-là. En plus, on veut absolument dire à tout le monde qu'on est la personne qui convient à ce poste. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop en faire, il faut être naturel et le faire d'une façon essayer, mais c'est compliqué, surtout quand ce sont les premiers entretiens et les premiers jobs, de prendre un peu de recul. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça va ? Attachez-vous les cheveux. Non, mais je veux dire, ou attachez-vous les cheveux ou ne vous passez pas la main dans les... C'est pas un entretien. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ne pas... en gros, il faut essayer de focaliser le plus possible sur ce pourquoi on est là et pas que l'intention de celui qui vous parle et qui potentiellement pourrait vous recruter soit perturbée. Et la tenue est quand même hyper importante. Hein. Ça, la jupe un peu trop courte, sauf c'est pour aller bosser dans un sex shop, mais sinon, c'est limite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, merci Bonsoir. tout d'abord pour votre intervention. Sympa, j'ai merci. 2 petites questions pour vous. Comment avez-vous fait pour matériellement être avocat à 19 ans ? Alors,
Souvent, j'en parle parce que ça a été hyper déterminant à l'âge de mon bac. Parce que j'ai eu le bac à 15 ans. J'ai eu le bac à 15 ans, j'ai fait 4 ans et j'ai passé l'année de ma maîtrise, j'ai passé aussi le CRFPA que j'ai eu. Donc du coup, j'ai gagné une année encore à ce moment-là. Et puis après j'avais tellement pas envie de faire ça que voilà. Au départ, je voulais être huissier de justice. Ah oui. Et l'autre question, c'est justement par rapport à l'anecdote que vous avez racontée. Comment justement on fait pour se sortir d'une situation un peu hasardeuse, notamment quand on ne connaît pas la personne en face de nous, qui nous pose justement une Alors question piège? ça c'est une question qui revient souvent. Là, il faut savoir, il faut se faire confiance. C'est-à-dire que où vous avez un peu d'éloquence et vous arrivez à emmener la personne avec vous ailleurs, ou alors souvent, les silences peuvent aussi, les non-réponses, les meilleures réponses. Moi, j'ai connu un moment, ça c'est une anecdote que j'aurais pu raconter, parce que je crois, le plus gros moment de solitude que j'ai eu, franchement, je vais avec ma mère acheter du tissu, je vous raconte ma vie, hein. Je vais avec ma mère pour acheter du tissu pour des rideaux pour chez moi à Paris. Et j'étais convaincu que la femme qui me vendait les tissus attendait un enfant. Ouais, vous me voyez arriver là. Mais ce que je vous raconte est vrai. C'est à Laval. Je peux vous donner l'adresse du magasin. Et donc la femme avec le rouleau prend de la flanelle grise et je me dis, la pauvre avec son bébé dans le ventre. Ma mère est en face et moi, pour faire le malin, mais aussi pour m'intéresser à elle, je lui dis, oh, ma pauvre, en ce moment, pour vous, qu'est-ce que ça doit être compliqué comme métier? Elle dit tout de suite que je pense qu'elle est enceinte et ma mère me regarde et fait comme ça. Et part. Non, mais pas, je vous promets, c'est pas un sketch, hein. Elle s'en va, je reste avec la personne, et là, je me dis, comment tu vas rattraper ta chantilly là? Impossible. Je me suis dit, si je lui dis, ça vous va bien, c'est pire. Donc, j'ai rien dit, et c'est véridique. Elle m'avait mis le double de tissu au moment où j'ai payé, parce que je l'ai vraiment, je sais pas, je l'ai vexée et je lui ai fait de la peine. Et je pense que si j'avais essayé de me sortir de cette situation, même avec un peu de verbiage, je pense que ça aurait été encore pire. Donc il faut savoir parfois reconnaître. Alors là, peut-être que j'aurais pu lui faire une lettre de château le lendemain. Chère madame, ça vous va très bien, mais je plaisante. Mais c'est les pirouettes qu'on leur fait avec, quand on se connaît bien, si on a de l'humour et qu'on pense qu'on peut en faire à ce moment-là, on en fait. Mais il n'y a pas il n'y a pas de solution miracle, de réponse automatique. Vous Merci. pouvez nous, J'en prie. vous pouvez nous dire comment sont nés les. Je ne sais si, pas par qui parle, ici, là. pardon. Ah, pardon. Comment sont nés les us et coutumes, enfin tout ce qui est l'art de maîtriser les codes, donc sous les rois de France, j'imagine. Comment ça a évolué, Oui. lié à quoi Alors, c'est très social quand même. C'est-à-dire que les premières, au XIIIe siècle, alors, on a déjà, autrefois, à la cour, on venait dîner, le plus vieux ustensile dans un couvert, c'est la cuillère. On venait avec sa cuillère pour dîner. Ensuite, il n'y avait pas de verre. On dînait et ceux qui voulaient de l'alcool, il y avait un verre et on rinçait le verre entre les personnes qui pouvaient boire un peu d'alcool. Et il y avait un temps où on dînait et un temps où on s'amusait. Et c'est de là qu'est née l'expression aussi dresser la table, par exemple. C'est-à-dire que les Anglais ont intégré dans leur mobilier la table, alors que les Français beaucoup plus tard. Et autrefois, on dressait la table, c'est-à-dire qu'on prenait des tréteaux, une planche, on mettait je ne sais pas quoi dessus, une nappe, peu importe, et c'est ce qu'on appelait dresser la table. On dînait, on enlevait la table, et là, on commençait à parler et à danser. Ensuite, il y a eu, après, il y a le XIIIe siècle qui a commencé à s'intéresser à tous ces us et coutumes à table, puis c'est vraiment au XVIIe siècle que ça a pris tout son sens et qu'on s'est dit, là, il faut quand même, on va développer l'art de la table. Parce qu'on a commencé à avoir de l'argent, et puis c'est à cette période-là, encore après, au XIXe siècle, que les femmes de bonnes conditions ont voulu, chez les aristocrates, se démarquer des bourgeois. Donc on a commencé à mettre en place toute cette... Et plus on avait de couverts, plus on avait de services de vaisselle, plus on mettait, entre guillemets, d'où l'expression mettre les petits plats dans les grands, plus on était élevé dans la caste sociale et même au sein de l'aristocratie. Et puis après, alors ça, je pourrais aussi vous en parler longuement, mais il y a eu
toutes les époques avec le banquet, ça a évolué vers l'art de la table. Et puis après, il y a toutes les astuces. Pourquoi on met la serviette à midi dans l'assiette et le soir à gauche? Pourquoi un verre d'eau doit être rempli avant que les invités ne passent à table? Le service à l'anglaise, la façon de dresser à l'anglaise et à la française. Mais ça a été quand même toujours pour démarquer les castes dans la population entre ceux qui habitaient le faubourg et ceux qui habitaient la haute ville, en gros. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'essaie de faire un peu en résumé. Si, alors là, vous avez pas mal parlé de l'art de la table, effectivement. Avant, on mangeait avec ses doigts et tout. Mais dans les rapports humains, j'imagine qu'aussi ça a un peu évolué. Bon, Bien sûr. Il y a eu autrefois, vous savez, quand on a commencé, déjà les aristocrates et les bourgeois avaient du mal à parler aux paysans, les paysans étaient illettrés, mais en revanche, on a commencé à faire du business ensemble. Donc, comme les uns éventuellement écrivaient et savaient écrire et les autres ne le savaient pas, on a commencé à se taper dans la main et c'était un signe de confiance, ce qu'on appelait passer un pacte. Et puis ensuite, on s'est serré la main et c'est seulement ensuite qu'on s'est dit bonjour en s'embrassant. Donc, dans tous les domaines comme ça, mais c'est toujours quand même au départ social. On ne mélange pas les uns avec les autres, mais la vie fait qu'on est quand même de temps en temps confronté à être avec les uns et les autres. Donc on ne va pas embrasser quand on est un bourgeois ou un aristocrate, quelqu'un qui n'est pas de sa condition. Les aristocrates tutoyaient les bourgeois tutoyaient les paysans. Et je fais ça qu'en 3, mais dans l'autre sens, ça ne s'était jamais vu. merci. Je vous en prie. Bonsoir Oui. monsieur. Alors j'ai une question concernant lorsqu'on se retrouve face à une personne qui vient de perdre un proche, quelle formule de gentillesse est-ce qu'on lui adresse lorsqu'on la retrouve, que ce soit à l'oral ou par écrit? Alors ça, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu complexe aussi, parce qu'il y a le degré d'intimité qu'on a avec la personne. Normalement, si jamais vous vous fendez d'une lettre ou d'un SMS ou d'un mail, on ne doit jamais faire allusion à des mots qui rappelleraient ce qu'on est en train de vivre. Donc on ne parle pas de décès, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de la catastrophe que vous traversez actuellement. Donc il faut essayer d'articuler et d'argumenter ses propos et le contenu de son message avec, je pense, mes pensées les plus chaleureuses vous accompagnent actuellement dans cette... alors on peut quand même, on va pas mettre cette joyeuse, vous voyez, mais dans cette triste période, par exemple, mais on ne dit pas à l'occasion du décès de ta belle-mère que tu aimais tant et que j'ai rencontrée, et elle était tellement sympa, quoi. Enfin, là, je pousse un peu le trait, mais il faut rester un peu... soit assurer de tout notre soutien, notre amitié, si jamais vous êtes croyant, de vos prières, dans ce moment qui est un peu qui est complexe ou compliqué pour vous, pour toi et ta famille. N'hésitez jamais à m'appeler et on sera ravis de vous avoir à la maison pour passer un moment d'échange, par exemple. Enfin, ça dépend le degré qu'on a quand même, mais on ne parle pas de la mort, du décès, de la tristesse et de la période noire, quoi, en gros. Oui, d'accord. Et quand on se retrouve en face de cette personne et que c'est la première fois qu'on la voit après le décès, quelle phrase d'accroche on dit? Vous faites du marketing ou non? Parce que je ne vais pas arriver et dire « Bonjour, vous allez bien ?» Parce que visiblement, ça va pas. Ça, c'est l'enfer. Non, mais c'est bonjour. On peut aussi avoir appris ce qui arrivait. J'ai appris que c'était une période un peu complexe. Mes pensées les plus chaleureuses t'accompagnent ou vous accompagnent. Enfin, les pensées les plus chaleureuses, c'est quand même, moi je trouve, un tips qui permet d'englober pas mal de choses. Après, si jamais c'est vraiment un bon ami ou une relation proche de votre famille, on a le droit d'aller un peu plus loin quand même et un peu plus en profondeur dans les échanges. Il ne faut pas que ça reste quand même tout le temps superficiel. D'accord, très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis juste là. Vous êtes où? Non, mais je vais très bien. Hein. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que pour vous, les bonnes manières peuvent être une barrière, en fait, parce que je sais que, par exemple, à notre âge, en fait, on n'a pas forcément tous reçu la même éducation. Et j'aurais voulu savoir si vous pensez qu'en fait, entre différents jeunes, ça peut être une barrière, de ne pas forcément avoir les mêmes codes et les mêmes bonnes manières, et que ça peut empêcher d'avoir une conversation ou n'importe quel type d'affinité. Alors, c'est à vous que j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous, qui avez des amis qui ne sont pas de la même condition sociale que vous, de la même éducation, du même âge, tout à fait, est-ce que vous trouvez parfois
que quand vous allez dans un restaurant ou que vous les recevez chez vous pour un plat de pâtes, ça crée des barrières? Ça m'est arrivé tout à l'heure. Moi, j'ai été éduquée comme quoi, quand on arrive pour la première fois dîner chez quelqu'un, on emmène quelque chose pour. Oui, Erreur. c'est comme ça que j'ai été. Enfin voilà, moi, on m'a proposé ça. Enfin voilà. Et mon ami s'est un petit peu entre guillemets moqué de moi en me disant que, ça servait à rien et que c'était pas la peine puisque c'était à la bonne franquette, on va dire. Mais Il n'a pas tort, mais c'est pas la raison. Hein. voilà. Mais enfin voilà, après ça ne change rien à notre relation et au fait que on a une très bonne affinité. Mais je voulais. Non, savoir mais votre avis. c'est sûr que quand on maîtrise les codes, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que quand on les maîtrise, on est beaucoup plus à l'aise. Mais à l'inverse, normalement, quand on va dîner chez quelqu'un, on ne doit pas apporter de cadeaux. Donc, ceux qui le savent ne sont pas choqués de ne pas recevoir de cadeaux. Ceux qui ne le savent pas vous prennent vraiment pour un gros radin. Mais vraiment. Et pourquoi on ne fait pas de cadeaux à quelqu'un quand on va dîner chez lui? Parce qu'on ne va pas mettre de relations pécuniaires dans l'amitié ou dans les relations. Donc moi, si je viens dîner chez vous et que je vous offre ce plat magnifique qui a une valeur de 100, en valeur absolue, peu importe, si je sors tous les soirs et que moi, ça me fait plaisir parce que j'ai les moyens d'offrir 100 tous les soirs, vous allez recevoir ce plat et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir quand je vais aller dîner chez lui? Vous voyez? Ceux qui veulent absolument arriver avec des fleurs, why not? Ça fait toujours plaisir. Moi, le premier, je ne veux pas dire tu pars avec tes fleurs, mais normalement, on n'arrive jamais avec un bouquet de fleurs à la main. On fait livrer les fleurs avant le dîner ou le lendemain. Parce que si jamais vous recevez en même temps 8 couples qui vous offrent 8 bouquets, vous vous transformez en fleuriste, il faut trouver les bons vases et globalement, vous arriverez peut-être au dessert, à votre propre dîner. Donc c'est toujours assez logique. Si jamais vous décidez d'offrir du champagne, c'est plutôt sympathique. Mais pourquoi on n'offre pas de champagne et si jamais vous offrez du champagne, vous l'offrirez jamais frais. Parce que ça voudrait dire qu'il faut le boire maintenant, sauf que moi, je vous ai tous invités à dîner chez moi. Et pour des raisons de dîner, j'ai décidé de faire une sangria. Comme ça, à 9h, tout le monde est pété. Mais c'est surtout que si vous arrivez avec votre bouteille, c'est moi qui suis mal à l'aise. Parce que comme elle est fraîche, ça veut dire on va la boire. Et du coup, moi, j'ai une bouteille pour tout le monde. C'est pareil avec le vin. Vous avez invité vos copains à dîner. Vous avez décidé de faire du poisson. Et vous avez décidé de mettre tel vin. Ou un vin rouge ou un vin blanc, peu importe. Et moi, c'est du Bourgogne. Ou du vin blanc. Et moi, j'arrive avec une bouteille de Bordeaux. Normalement, vous devez l'ouvrir quand je suis là. Hop, j'ai encore mis la zizanie dans votre dîner. Donc, c'est assez... Mais à l'origine, c'est parce qu'on ne met pas de relation d'argent en amitié. À l'inverse, vous allez dîner chez votre sœur avec vos parents et votre oncle. Là, on peut se dire en famille, je t'apporte le dessert. Un célibataire qui va dîner tout le temps chez des copains, il peut aussi dire combien on est et je me charge du vin. C'est-à-dire que ça dépend. Mais la règle, c'est on n'apporte pas de cadeaux. Et si on en apporte, il y a des conditions à adopter pour apporter apporter des cadeaux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, oui. Oui. Je me demandais, on n'a pas le droit de dire bon appétit? Ah non. Là vous m'avez fait mal aux oreilles. Hein. Alors, ça, c'est pareil. C'est, au départ, purement social. C'est comme à tes souhaits ou à vos souhaits. On ne dit jamais à vos souhaits. Parce que si vous éternuez et que je dis à vos souhaits, je vais faire remarquer aux autres qui n'auront peut-être pas remarqué que vous êtes malade. Donc, c'est-à-dire que je vous mets dans une situation qui n'est pas agréable. En revanche, vous éternuez. Si vous dites pardon, je suis désolé, là, je pourrais dire je t'en prie. Mais c'est vous qui aurez attiré l'attention sur votre propre petite maladie chronique là. Et le bon appétit, c'est très gênant de dire ça devant autant de personnes, mais c'est comme si on ne fait jamais référence à ce qui se passe à l'intérieur. Il y a deux trucs, c'est comme si vous disiez à quelqu'un bon, ou alors c'est bon appétit. Il y a toute une frange de l'histoire à table qui dit, c'est comme si on disait bon appétit si tu savais mon pauvre ce qui t'attend quoi. Il sait c'est pas cuisiné, donc c'est comme si vous disiez bon courage, ou pire, bonne digestion. Je vais arrêter là. Donc on dit rien. On dit rien. Alors maintenant, dans les restaurants qui veulent un peu, ils disent bonne dégustation, messieurs dames. Alors là, on a les deux trucs dans la même phrase, le messieurs dames et la bonne dégustation.
L'idée, c'est de dire ça a l'air délicieux, allons-y, on fait un petit mot, mais on ne dit pas ni bonne dégustation ni bon appétit. Mais c'est quand même au bureau, quand tout le monde le dit, mes oreilles pleurent, je ne le dis pas, mais parfois ils doivent se dire mais quel gros tocard celui-là. Parce que c'est presque vous qui êtes en mauvaise situation quand vous ne le dites pas. Une question? Merci. Bonsoir monsieur. Vous êtes où? Ici, là. Moi j'ai une question. Si on est à table pendant un dîner assez codifié et qu'on a envie d'aller aux toilettes, est-ce qu'il y a une expression qui permet de dire poliment j'ai besoin d'aller aux toilettes? Ah, ça, c'est sûr que c'est l'enfer. Si jamais vous avez pris trop de champagne à l'apéritif, il y a un moment, il y a un problème. On l'a tous vécu. Comment on fait? Alors, normalement, on ne part pas, on ne quitte pas la table. On peut quitter la table à partir du plat. C'est-à-dire que vous restez pour l'entrée, vous faites un nœud, et après, il y a le plat principal. Ensuite, vous pourrez, mais jamais on ne va aux toilettes. On va se laver les mains. Ou alors on dit excusez-moi, est-ce que je peux me laver les mains? Et là, alors ça c'est l'enfer. Les copains qui ont les toilettes pas dans le même endroit que le lavabo. Et tu es obligé de dire ben non, en fin de compte, c'est vraiment aux toilettes que je voulais aller. Mais c'est vrai qu'on ne dit jamais on va aux toilettes, on s'absente. Ou alors pour une femme, c'est un peu plus simple. Vous pouvez dire je dois m'absenter 2 minutes, mais on ne quitte jamais normalement après le plat principal, avant le fromage, quoi, en gros. Je sais, Rose va me dire, il est malade ce mec, si jamais j'ai envie pendant l'entrée, mais voilà, les codes, c'est comme ça. Tout ça parce qu'il y avait l'art de la conversation. Une fois qu'on a mis en place le fait d'allier le dîner et la conversation, il ne fallait pas que chacun puisse partir dès le début du dîner, parce que du coup, ça coupait la conversation. Ce que je vous disais tout à l'heure, on dînait, puis on conversait. Maintenant, on dîne, on boit et on parle. Il n'y a plus de séquence. Donc du coup, on reste à table justement pour lancer les conversations. Et si jamais c'est un dîner un peu classique avec homme-femme, messieurs, vous avez l'obligation de parler autant à la jolie blonde à votre gauche qu'à celle que vous trouvez moins belle à votre droite. C'est une obligation. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question serait, si vous permettez, sur le respect que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Vous aviez dit notamment qu'on a le droit d'être en désaccord, notamment avec un supérieur, vous disiez, mais pas de manquer de respect. Mais donc, selon vous, dans les codes et dans le savoir-vivre, où se situerait le respect? Est-ce qu'il est nécessaire dans tous les cas? Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il est seulement dans certains cas? Non, mais quand je dis ça, c'est que il n'y a pas d'âge. À n'importe quel âge, on doit être respecté par son entourage professionnel. Que ce soit le PDG de 60 ans ou le stagiaire qui est plus jeune que vous. C'est-à-dire que le stagiaire, ce n'est pas parce qu'il est stagiaire qu'il doit manquer de respect. Et inversement. Et vous, c'est la même chose. En revanche, on a le droit de refuser d'accomplir telle ou telle tâche. Parce qu'on n'a peut-être pas la bonne expertise, parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'arriver dans cette boîte qu'on doit se prendre tous les bâtons merdeux de la boîte. Parce qu'il y en a aussi plein qui perdent croyance dans le job qui commence ou qui s'épuisent parce qu'on leur donne trop de choses à faire parce qu'ils viennent d'arriver, parce qu'ils sont stagiaires ou parce qu'ils sont jeunes. C'est toujours pareil, c'est que plus vous savez vous exprimer, plus c'est facile de faire comprendre à quelqu'un qu'on vous a déjà donné beaucoup de dossiers depuis 15 jours que vous êtes arrivés, que Paul qui est là depuis 3 ans, il a 2 dossiers et vous depuis 15 jours, vous en avez 12. Il y a peut-être un petit problème, et moi je l'ai vécu quand je suis arrivé dans une boîte où j'étais obligé d'aller dire au bout d'un mois, je ne vais jamais y arriver. Ou alors la mission, c'était que je ne me réalise pas. Donc, mais il faut le dire, il ne faut pas être arrogant. On a le droit de dire non. Ben, je peux t'aider, mais pas maintenant, mais la semaine prochaine. Et à savoir dire oui trop vite, ou à des collaborateurs, ou à des supérieurs, c'est pas forcément... On croit qu'on ne peut pas dire non et que ça va jouer en notre faveur. C'est aussi, visiblement, je te l'avais dit, il n'a pas grand-chose à faire. Parce qu'il a accepté toutes les missions dans la même journée. Donc, c'est juste qu'il faut oser, mais il ne faut pas être arrogant et insolent. Alors là c'est plus du savoir-être que de l'étiquette ou des bonnes manières. Mais vraiment, j'ai quand même potassé pas mal de manuels anciens, dont un récemment, où justement, la baronne Staff expliquait qu'on n'est pas obligé, on est au service de l'entreprise ou de la personne pour laquelle on travaille, mais on ne doit pas être l'esclave. Alors c'est un mot un peu fort, hein, mais
c'est pour que vous ayez une image. Vous avez le droit de dire je ne sais pas ou je peux le faire, mais il faudrait que je sois aidé de quelqu'un d'autre parce que je pense que je n'ai pas les qualités. Parce que faire croire à quelqu'un que vous avez les bonnes qualités, c'est aussi vous emprisonner sur du plus long terme dans l'entreprise parce qu'on vous demande toujours des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise sans oser le dire. Hein. Je ne sais pas si... Est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir monsieur. J'aperçois une table qui a été mise à disposition pour cette conférence. Moi aussi, je la vois. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous montrer comment dresser une table? Bien sûr. Alors, bon, déjà, vous faites la différence. Enfin, non, c'est pas, je recommence. Qu'est-ce qu'une table dressée à la française ou dressée à l'anglaise? J'ai vu ce jeune homme là. Oui, dites-moi. D'accord. Exactement. C'est ça. Alors, bravo. La réponse, c'est que sur les couverts, alors autrefois, les manches étaient enfin, dans les familles aristocrates qui ont commencé à avoir de très jolis couverts et de services de table, c'est les couverts en argent. Donc, c'est pour ça qu'en Angleterre, les armoiries étaient gravées ici. Donc, c'est pour ça qu'on les montrait, on était très fiers. Et dans nos familles en France, elles sont gravées ici. Donc, on met les dents de la cuillère sur la nappe. Vous allez me dire, je suis dans un très joli établissement français, dans une ville française, et c'était à l'anglaise. Parce que les restaurateurs, aujourd'hui, trouvent que ça use la table. Enfin, la nappe, pardon. Mais c'est ça qu'on appelle un couvert dressé à l'anglaise ou à la française. Donc, il en est de même pour les cuillères. C'est-à-dire que la cuillère regarde le ciel comme ça, et en France, elle sera posée comme ça. Est-ce que vous savez où on pose la serviette quand on dresse une table? Comment? Sous le couteau. Qui est pour sous le couteau? Ok. Ailleurs, dites-moi. Dans l'assiette. Qui est pour dans l'assiette? Personne ne prend de serviette, c'est pas possible. Dans l'assiette. Et qu'est-ce qui reste comme possibilité? Comment? Sur le côté, vous voulez dire de côté fourchette? Ou côté couteau? Côté fourchette. Alors, ceux qui m'ont répondu à droite le couteau, au risque de vous faire de la peine, c'est une mauvaise réponse. À l'heure du déjeuner, la serviette est posée dans l'assiette. Alors que pour le dîner, elle sera posée sous la fourchette ou à côté de la fourchette, peu importe, elle est à gauche. Pour la simple et bonne raison, il y en a deux. C'est qu'autrefois, traditionnellement, pour le dîner, on servait du potage. Et le potage est un des rares plats qui soit déjà servi avant que les invités ne passent à table, pour la simple et bonne raison que ça permet à ceux qui reçoivent, entre le moment où ils disent « Madame est servie, on peut passer à table », ou tout simplement « Allons dîner », que le potage puisse baisser en température, parce que ce n'est pas à cause du confinement qu'on ne doit pas souffler et refroidir son potage quand on sert du potage. C'est juste que la température doit diminuer, donc on servait du potage, donc on ne pouvait pas mettre la serviette dans le potage. Mais l'autre raison, c'est que les services de table pour les déjeuners sont souvent plus simples et moins décorés que les services du soir. Donc ce serait dommage de cacher son service du soir avec la serviette en la mettant au milieu de l'assiette. Alors là, ça va être un peu complexe parce que je n'ai pas beaucoup de verre, mais c'est pas un reproche. Hein. C'est la disposition des verres quand on est face à son assiette, d'une façon à peu près ordinaire, on mettait, un peu moins maintenant, 3 verres à pied. Le petit, alors face, pour vous c'est l'inverse, mais quand on est face à son assiette, le petit, le moyen et le grand, quand on met 3 verres à pied. À quoi sert le petit verre? Vin blanc, celui du milieu et le grand? C'est une aberration, non? Que le plus grand serve à l'eau, pardon, je trouve ça dingue. Mais bon, c'est ça, c'est vin blanc, vin rouge et eau. Si vous mettez 3 verres à pied, vous donnez l'indication à vos invités qu'il y aura 2 sortes de vin. Si vous ne mettez que 2 verres à pied, imagination, 2e verre à pied. Eh bien, le premier, le plus petit des deux,
toujours aberrant, ce sera le verre réservé au vin, mais il n'y aura qu'une sorte de vin, et le grand sera le verre à eau. Maintenant, c'est très moderne. On peut mettre ce qu'on appelle des timbales pour l'eau, c'est-à-dire des verres sans pied. Si jamais vous mettez un verre à vin à pied, le verre à eau sans pied, la timbale, gardera sa place de verre à eau. En revanche, si vous mettez 2 verres à pied, ça veut dire qu'il y aura 2 sortes de vin, eh bien la timbale ne se plaît pas du tout, elle revient ici, elle. Il faut faire des photos, il faut regarder. Donc, 2 verres à pied, la timbale est à droite, 1 verre à pied, quand on est face à son assiette, la timbale est à gauche. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Traditionnellement, on sert les femmes, puis les hommes. Pourquoi? Politesse, la galanterie française. Est-ce qu'on en est bien sûr? On sert... Qui a dit ça? C'est vous? Le poison? On croit que c'est la galanterie, c'est de la goujaterie. Oui? Exactement. Mesdames, ne m'en voulez pas, c'est l'histoire qu'il raconte. Suite aux empoisonnements des hommes, et parce que les hommes faisaient vivre les familles, on servait d'abord les femmes, puis les hommes, parce que si jamais les femmes goûtaient en premier, eh bien, si jamais le plat était empoisonné, les hommes n'allaient pas le goûter. Jusqu'au plateau de fromage, on sert une personne sur 2. C'est-à-dire, vous allez croire que je suis vraiment très tradit, mais les femmes, puis les hommes. C'est-à-dire, on sert 20h, 22h, minuit, 2h du matin. Enfin, si on part du principe que la table est un cadran. À partir du plateau de fromage, c'est dans l'ordre de la table. C'est-à-dire que je vous reçois chez moi, mon voisin est ce jeune homme, je lui donne le plateau de fromage, il se sert, puis son voisin ou sa voisine, comme ça. L'ordre de la table. On doit toujours mettre un nombre impair de fromage dans un plateau de fromage et on ne se sert jamais de plus de 3 fromages. Et, attention, j'en ajoute, le plateau de fromage ne repasse jamais une seconde fois. Pourquoi? Oui. Parlez dans le micro. Pour que les couteaux soient propres et que du coup, telle variété de fromage ne soit pas sur un autre. Alors, on met plusieurs couteaux à fromage. Je recommence la question. Il y a plusieurs couteaux pour le fromage. Non, c'est que normalement, quand on... Oui. C'est une des raisons. C'est-à-dire que normalement, le plateau de fromage, c'est le seul plat que la maîtresse de maison ou la personne qui reçoit n'aura pas fait elle-même, sauf avoir des chèvres et une fromagerie au fin fond de son jardin. Donc ce serait hyper vexant de se servir des 7 fromages, d'en reprendre. Ça voudrait dire qu'avant, c'était ou moyen ou pas assez copieux. C'est pour ça que c'est 3 fromages et ça ne repasse pas. Si jamais... Ensuite, c'est le dessert. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du fromage, c'est dans l'ordre de la table. J'ai fait une très jolie tarte. Je la pose à côté de ma voisine. Que va faire ma voisine de ce gâteau? Non, elle ne le prend pas en pleine face. J'ai vu la jeune femme en haut. Qu'est-ce que la première personne fait de ce dessert? Qu'est-ce que vous feriez, vous, d'une façon naturelle? On est 8 à table. Coupé en 8. Coupé en combien? Votre part. Est-ce que quelqu'un a une réponse? En 10 pour qu'il y ait du rab? Non mais voilà. On a tendance, et ça vous pouvez le regarder d'une façon assez instinctive, la première personne à qui vous allez donner le dessert va se dire « Ah ben on est 8 » et bam, elle coupe le dessert en 8. Horreur, malheur. Chaque personne va se servir de sa propre part de dessert, d'où l'expression « je n'ai plus de place pour le dessert ». On n'impose pas une part, une quantité de dessert aux autres convives, parce que justement, avant, c'était tellement bon et tellement copieux que là, on a le droit de refuser une part de dessert. Alors vous allez me dire, oui, mais si les 7 premiers prennent le gâteau en entier, le 8e. Non, parce qu'autour de votre table, vos invités sont quand même un peu éduqués. Et donc, ceux qui se servent au fur et à mesure
doivent regarder s'il en reste pour les derniers. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Bonsoir. 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 Quand vous apportez vous-même le plat à table, vous présentez le plat à gauche ou à droite de la personne qui va se servir en premier. Ça, c'est un vrai casse-tête. Je suis obligé de me mettre, même moi, en situation, j'oublie tout le temps. On se sert à... Attendez. On se sert à gauche, on dessert à droite. Voilà. Donc, vous proposez le plat à gauche et les personnes desserviront par la droite. Exactement. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Ça vient... Alors ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, on dresse les tables pour des droitiers, puisque autrefois, c'était presque une malédiction pour la famille, où on avait jeté un mauvais sort quand on était gaucher. Donc tous les codes sont faits pour des droitiers. Vous avez une seconde question, je le sais. Oui. Les fruits. Ah. Alors les fruits. Poire à la fourchette. Alors ça, c'est drôle parce que vous savez, dans les ouvrages que j'ai commis, j'ai justement pour les fruits, c'est la seule partie où j'ai mis un petit topo en disant je laisserai au lecteur le soin d'aller regarder sur Google la façon de manger des fruits avec des couverts. Parce que mon père m'a tellement cassé la tête avec les fruits au couvert et que pour le coup, j'aime vraiment l'art de la table, mais que je trouve que j'ai l'air d'un guignol quand je suis le seul à manger ma banane avec un couteau et une fourchette. Je me demande si la banane, c'est pas moi. Mais il y a normalement une façon, alors moi je le fais, j'adore ça, mais il faut manger les fruits avec les couverts, sauf quand on est en famille éventuellement. Enfin, vous voyez, mais il y a tout un art et ça je pourrais aussi, on pourrait faire un atelier fruits et couverts, mais normalement il y a tout un art pour effectivement les fruits, pour manger les fruits avec ces couverts. Et normalement, tous les desserts, même la crème anglaise et la glace, doivent être, on sert à la fourchette, avec des fourchettes. Il faut vraiment que ce soit une sauce très 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 liquide pour que l'on mette une cuillère. Même la sauce anglaise, normalement, la crème anglaise, pardon, ça devrait être essentiellement avec une fourchette. Oui, c'est bon courage. Alors, on va avoir le temps pour 2 dernières questions. Je crois qu'il y a déjà les micros qui sont distribués. Donc, on va commencer par monsieur. Bonsoir, je suis juste là. Lucas Babin, étudiant en master à l'ICES. Bonjour Lucas. Bonsoir. Je voulais savoir, plutôt par rapport aux réponses précédentes que vous nous avez données, si, en fait, je me suis aperçu finalement que la coutume ne fait pas la règle quand il s'agit de l'art de maîtriser les codes. Je prends l'exemple, par exemple, du bon appétit. Oui. Je pense que ça fait quand même des années que les gens disent bon appétit à table et pourtant vous nous dites que ça ne correspond pas au code. Donc c'est quand même des codes très anciens qu'on applique et qui ne correspondent peut-être pas à ce qu'on applique maintenant régulièrement. Alors, j'entends parfaitement ce que vous me dites. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout au départ, on peut vivre très heureux en disant bon appétit toute sa vie. Et pour beaucoup de personnes, toutes les personnes souvent qui le disent, ça vient vraiment du cœur et c'est un moment de convivialité et de partage. Après, c'est toujours pareil. Si vous décidez de bon appétit à partir du moment où vous êtes ancré et que vous assumez de le dire, moi, ça ne me pose aucun problème. En revanche, moi, je ne vous souhaiterais jamais bon appétit. Mais on peut quand même déjeuner ou dîner ensemble. Il n'y a aucun problème. On fera ça. Alors, normalement, on ne prend jamais de champagne à table. On réserve le champagne pour un temps d'avant-dîner, essentiellement d'ailleurs, ou d'après-dîner, mais on ne doit jamais servir de champagne à table comme on ne sert jamais de ce qu'on appelle les eaux chaudes à table, les cafés ou les tisanes. Pourquoi on ne sert pas le café et les tisanes à table? Je suis arrivé en retard à votre charmant dîner quand vous m'avez invité la semaine dernière et je n'ai pas pu parler avec Paul et Jacqueline parce que je suis arrivé trop tard ou à la fin de l'apéritif, on est passé très vite à table et au lieu d'être très bien placé à côté d'eux, j'ai eu 2 charmantes personnes avec lesquelles je n'avais rien à dire. Eh bien, après le dessert, en proposant à vos invités, si vous avez un grand appartement, de repasser au salon
ou si vous habitez un studio, de prendre le café debout. Ça permet justement de pouvoir aller discuter avec des personnes qu'on n'a pas vues parce qu'on n'était pas placé à côté de la table. C'est une raison sociale et d'échange, de conversation. La coupe et la flûte, il y a eu des modes. D'aucuns vous diront qu'il faut que le champagne soit servi dans des flûtes parce que c'est mieux pour la bulle. D'autres vous diront que c'est la coupe. Souvent, ce sont comme moi des personnes qui aiment les traditions. Et aujourd'hui, dans les grandes maisons de champagne, on vous sert le champagne dans des verres à vin assez évasés parce que la politique, et aujourd'hui, ils disent que c'est meilleur pour tout et son contraire, parce que peut-être que dans un an, ils vous diront l'inverse. Là, chacun y va de son propre goût. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que Louis XV était très épris de sa favorite, Madame de Pompadour, et l'histoire et la légende racontent qu'il aurait fait mouler sur la poitrine de la Pompadour la première coupe en cristal pour boire le champagne, parce que comme il ne pouvait pas aller partout avec elle, au moins il se délectait, il avait le sentiment de l'avoir près de lui et d'avoir sa poitrine dans la main. C'est pas beau? Donc moi je sers toujours dans des coupes. Une dernière question? Non? Il me semble qu'il y a 2 personnes, donc on va faire la jeune fille au fond et le monsieur juste là, et après ce sera terminé pour les questions. Où est la jeune fille? C'est une question détail, mais pour quelle raison les hommes, c'est de mauvais goût de porter des chaussettes blanches pour les hommes? C'est pas sympa comme dernière question. Alors, messieurs, écoutez-moi bien. Les chaussettes blanches, c'est purement... Alors ça, c'est vraiment très social. C'est-à-dire que les ouvriers portaient des chaussettes blanches parce que c'était celles qui étaient... c'était les premières chaussettes, entre guillemets, le bon marché. Donc après, c'est passé pour le sport, parce qu'on mettait des chaussettes à bas prix, entre guillemets. Aujourd'hui, messieurs, il est de bon goût de porter, vous allez vous moquer, ce qu'on appelle des bas, comme je porte là, jusque sous le genou, parce qu'on ne doit jamais montrer sa peau, et si on a des poils, ces poils, lors d'un déjeuner ou d'un dîner aux invités. Les chaussettes sont de la couleur de vos chaussures ou la couleur de votre pantalon, sauf si vous épousez et que vous assumez des chaussettes de couleur, les chaussettes rouges du pape, les chaussettes vertes des académiciens, ou les chaussettes, là, peu importe, quitte à passer pour un arlequin, mais on assume de porter des chaussettes de couleur, donc on ne réfléchit pas si le pantalon est bleu marine, jaune ou vert. En revanche, si vous portez des chaussettes unies, si vous avez un pantalon jaune, il faut que vos chaussettes soient jaunes. Si vous le portez avec des mocassins ou du derby, je m'en fous, marron, elles seront marron. Et les chaussures sont toujours associées à la ceinture, alors que l'inverse n'est pas vrai. On n'assortit pas sa cravate à la couleur de ses chaussettes. Et si jamais vous fermez vos vestes, souvent les vestes ont 2 boutons, on ne ferme jamais les 2 boutons, mais seulement le premier en partant du haut. Voilà, chère madame. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous entends, je vous entends. Vous m'entendez? Donc, moi, je suis un ancien dirigeant d'entreprise. J'ai été intéressé par votre commentaire sur le CV et l'entretien d'embauche. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait d'écrire le prénom et ensuite le nom. Ça m'a surpris que vous le mentionniez. C'est vrai? Oui. En revanche, j'ai été aussi surpris que vous répondiez bonjour, bonsoir, alors que moi, on m'a toujours appris bonsoir monsieur, bonsoir madame. Non, mais bien sûr. C'est parce que quand je fais la rubrique des salutations, par exemple, ou quand on me demande de développer, là, c'est dans un langage un peu familier, mais c'est bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir monsieur, au revoir madame. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais bonjour messieurs, dames. Et en revanche, quand on entre dans une boutique ou dans un lieu public où on connaît des personnes, on ne cite pas le nom de la personne que l'on salue, parce que si jamais la maîtresse de ce monsieur, je plaisante, mais était dans la pièce, ça permettrait au mari qui a entendu parler éventuellement de la personne de le reconnaître. Mais c'est aussi parce que d'autres personnes n'ont pas besoin de savoir que vous êtes dans cette boutique à un moment T ou dans cet endroit. Mais effectivement, c'est bonjour monsieur, bonjour madame. C'était la dernière question? Oui. Ne pleurez pas. Ah, il y avait encore une question tout en haut. Bon, la dernière alors, la toute dernière.
Mais même si vous servez votre voisin, admettons, c'est que vous allez toujours prendre, entre guillemets, la première gorgée dans votre verre, pardon, parce que ça permet d'enlever... alors, déjà, vous le goûtez pour savoir s'il est bouchonné, pas bouchonné. Ça permet, s'il y a des morceaux de liège, de les évacuer, que ce ne soit pas une espèce de ratatouille pour celui ou celle qui est à côté de vous. Et dernière petite chose, c'est que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on dresse sa table et que l'on met de verre, on doit toujours, avant que les invités ne passent à table, on doit toujours remplir le verre d'eau plate, avant que les invités n'arrivent. Ma dernière question, pourquoi ? Parce que si quelqu'un a des médicaments à prendre, il n'attirera pas l'attention sur le Doliprane qu'il prend parce qu'il a le Covid, ce serait con qu'ils vous le disent, ou alors une maladie plus importante. Donc on ne fait pas de sa maladie passagère ou malheureusement plus importante un sujet de conversation. Donc alors tout le monde me dit, mais pourquoi pas de l'eau pétillante? Parce qu'on nous dit toujours eau plate, eau pétillante. Le premier verre d'eau est toujours rempli d'eau plate pour prendre les médicaments si certains en ont à prendre. C'est terminé. Merci beaucoup pour vos questions et un immense merci à vous, Jérémy. Très bonne soirée à tous. Vraiment, je reprends la parole 2 secondes. C'était très sympathique pour moi de venir aujourd'hui pour les raisons que j'ai exposées. Je voulais vraiment vous remercier, tous les deux et le bureau, parce que j'ai été très très bien accueilli et je suis ravi d'avoir eu ces échanges ce soir avec vous après un voyage très long.